Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de la saison du 18h à savoir. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes en vigilance orange, une alerte donnée par Météo France. Des orages sont attendus dans tout le nord-ouest de la France. Alors c'est assez fréquent, mais c'est l'occasion en tout cas pour nous de comprendre un peu mieux quels outils sont utilisés par Météo France pour gérer, pour comprendre les évolutions de la météo. On en parlera dans quelques instants avec notre invité. Mais tout d'abord, en bref, pour mettre en valeur le patrimoine historique, et si on sortait les drones, illustration tout de suite avec ces images magnifiques qui font le buzz ces dernières semaines sur Internet. Nous sommes dans l'église de style néo-byzantin de Paimboeuf, donc juste à côté de Nantes. C'est un appareil photo fixé sur un drone à 8 hélices qui a tourné ces images. Elles sont signées par une toute jeune société de production Scholtez, Big Fly. Cette vidéo a été sélectionnée par la plupart des festivals de films de drones à travers le monde, notamment sur la côte ouest. Donc une illustration des nouvelles techniques de tournage en milieu clos. On parlait de la côte ouest des États-Unis. On y retourne avec ce festival, ce type de festival qui est né sur la côte ouest, et notamment dans le Nevada avec le fameux festival de Burning Man. Vous voyez ici les images de la Maker Faire de Paris. Eh bien, une autre Maker Faire est attendue à Nantes du 7 au 10 juillet avec plus de 200 makers, ces bricoleurs, ces bidouilleurs qui œuvrent pour la plupart. Alors ce sera le cas à Nantes, en tout cas dans le champ artistique, puisque c'est une manifestation qui est organisée par les machines de Lille. On vous fera vivre d'ailleurs sur Télé Nantes l'essentiel de cette semaine un peu folle sur l'île de Nantes. Et au même moment, les spécialistes de la médiation scientifique et technique seront réunis eux aussi à Nantes, un congrès organisé par le Muséum d'Histoire Naturelle. Il sera notamment question de transmission des savoirs 2.0. La plupart des musées seront représentés lors de ce congrès. Lionel Salver, vous êtes météorologue de formation. Vous travaillez à Météo France pour le Grand Ouest, pour la région Grand Ouest. Et donc vous êtes chargé de communication. C'est vous qui faites un peu l'interface avec le grand public, notamment les médias, notamment les écoles. Oui, c'est ma fonction, c'est de faire l'interface entre notre établissement et le grand public à travers les médias ou à travers des conférences et les jeunes à travers les écoles, les collèges et les lycées. Ouais. Et alors le paradoxe, c'est que la météo, tout le monde en parle à toute heure de la journée. C'est parfois même le premier sujet de conversation. On connaît assez peu vos outils techniques qui sont parfois très complexes. On va essayer de les passer en revue, mais moi, il me vient une idée en tête, c'est ce petit thermomètre, ce petit hygromètre dans les armoires blanches. Ça reste votre outil principal de travail ? C'est un des outils principaux, effectivement, parce qu'en fait, ça représente l'observation, c'est-à-dire la base de notre travail. C'est vrai qu'on nous connaît essentiellement pour les prévisions, mais avant d'essayer d'aller dans le futur, il faut au moins connaître le présent. Et ça, c'est les instruments qu'il y a, comme vous dites, dans l'armoire blanche. Moi, j'appelle ça aussi une ruche. Ouais. Le terme scientifique, c'est l'abri météo. Mais c'est un des outils de travail, de base. La principale image qu'on a en tête quand on parle météo, c'est les fameuses animations satellites qu'on nous montre souvent dans les flashs météo. Alors ça, par exemple, c'est les événements qui sont survenus durant un quart d'heure, 30 minutes, cet après-midi. Ça a été pioché sur Internet. C'est l'image de cet après-midi où en fait on voit que le sud est sous le soleil. Ouais. Tout ce qui est blanc ou légèrement gris, ce sont les images satellites. Ouais. Et tout ce qui est blanc, c'est chez nous. Les nuages, c'est chez nous. C'est chez nous. Les orages aussi. C'est un peu comme si vous étiez à la place du satellite, là, où vous verriez à peu près la même chose. Ouais. Les satellites météo, aujourd'hui, c'est une part importante des outils d'observation du ciel. C'est une part très importante parce qu'en fait, ça couvre l'ensemble du globe. Là, on montre les nuages, mais ça mesure aussi d'autres paramètres et ça mesure en continu. En continu d'un point de vue chronologique et continu d'un point de vue géographique. Il n'y a aucun point, à part les pôles, mais sinon tout le reste est couvert par les satellites. Et on a du mal à imaginer que toutes ces images sont transmises quasiment en temps réel, c'est qu'on les reçoit... On reçoit, alors il faut imaginer donc un point qui est situé à 36 000 km d'altitude de la Terre, qui voit donc tout le globe, et qui transmet une image toutes les 15 minutes, et sachant qu'il met lui aussi plus de 10 minutes à faire son image.
et c'est une image, oui, en temps quasi réel, en permanence. Ces satellites, ils ressemblent à quoi? Parce que nous, on entend souvent parler de... Voici l'animation Météosat, par exemple. Météosat, c'est une famille de satellites d'observation, c'est la famille européenne. En fait, il y a jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a très peu de temps, il y avait deux familles, les Américains et les Européens, qui avaient des satellites. Oui, ça c'est d'ailleurs Météosat 10, je crois. Météosat seconde génération, le dernier. C'est une grosse boîte, un gros cylindre qui fait à peu près 2 tonnes, qui a 3 mètres de diamètre à peu près, et qui tourne sur lui-même pour faire les images. C'est situé à 36 000 km d'altitude. Ça ne voit toujours que le même point de la Terre. Alors c'est ce qu'on appelle un satellite géostationnaire. C'est-à-dire il tourne en même temps que la Terre. Le nôtre, celui qu'on utilise, est situé sur le méridien Greenwich. Et sur l'équateur. C'est-à-dire pas très loin d'ici, le méridien Greenwich. Voilà, c'est le 0 degré, et à la verticale de l'équateur. Donc vous cherchez sur votre globe à la maison, vous prenez ce point-là, et 36 000 km plus haut, il y a un satellite qui regarde et qui fixe cette partie du globe et qui nous envoie des images toutes les 15 minutes. Ces satellites, ils sont renouvelés, parce que les premiers météosats ont été lancés dans les années 80, 70 60. Alors, peut-être pas le premier météosat, mais le premier satellite, c'était Sputnik en 56. Et après, les satellites météo sont arrivés assez rapidement derrière. Et le premier satellite météo européen, je crois que c'était aussi dans les années 63 ou quelque chose comme ça, de mémoire. Ils sont suffisants pour voir, en tout cas, ça permet de suivre à l'échelle d'une région. Ah oui. Enfin, oui, parce que là, on arrive à faire des zooms, maintenant assez précis. Il y a le satellite géostationnaire et il y a aussi le satellite défilant qui est basé en altitude plus bas, à 860 km. Mais par contre, il passe lui que 4 fois par jour sur le même point, mais ça donne des images quand même très très précises. C'est-à-dire qu'il balaye la Terre. Il balaye la Terre, il tourne plusieurs fois autour de la Terre dans la journée. Et ça donne des images suffisamment précises pour suivre les phénomènes en temps réel. Question toute bête, mais c'est pas plus simple de regarder le ciel d'en bas? On voit que le toit de sa maison, à peu près, un peu plus large. Mais quand je suis basé à Nantes, déjà ce qui se passe à Saint-Nazaire, je ne le vois pas. Alors, parmi vos outils, il y a aussi les radars, et ceux-là, ils regardent le ciel vu d'en bas. Ils regardent en fait la pluie tombée. Le radar fonctionne comme le même principe physique que le radar de la police pour la vitesse. Il envoie une onde, sauf que nous, on tape contre les gouttelettes d'eau, et à partir de là, on arrive à suivre les précipitations en temps continu. Et là, nous, par contre, on a une image toutes les 5 minutes. D'accord. Et les gouttelettes d'eau ne perdent jamais de points, elles. Pardon ? Voilà. Non, je dis les gouttelettes d'eau ne perdent jamais de points, elles. Non, elles vont jamais assez vite. Pour traiter ces données, il faut des ordinateurs, j'imagine, puissants, parce que vous recevez donc des images toutes les 15 minutes, mais il y a aussi toutes les données qui sont collectées sur les points de mesure. Vous avez quoi comme ordinateur chez vous? Alors moi, à la maison et au travail, c'est un tout petit ordinateur comme n'importe qui, comme dans le public. Sauf qu'après, au travail, à Toulouse, on a un des plus gros ordinateurs de France. En plus, un ordinateur qui a été fabriqué pas très loin d'ici, par la société Bull. Donc, c'est la première fois qu'on fait appel à eux. Et donc, les principaux calculateurs sont situés à Toulouse. Ils traitent toutes les données rassemblées dans Météo France dans le monde entier. Pour l'observation dans le monde entier. Toutes les données du monde entier, effectivement, que ce soit une observation chinoise, une observation chilienne ou algérienne, arrivent à la Météopole, qui est notre centre de Toulouse. C'est intégré dans le modèle numérique. Et le modèle numérique, en fait, c'est un ensemble d'équations qui représente l'atmosphère. Et là, évidemment, on se dit, pour traiter ces données, il faut des ordinateurs de plus en plus puissants. On va revoir d'ailleurs l'infographie qu'on a vue à l'instant, où on voit justement la capacité de calcul, la capacité de traitement de chacun de ces ordinateurs. Alors, les unités de mesure, c'est du teraflop, je crois. On arrive au pétaflop. Au pétaflop, pardon. C'est 1 million de milliards d'opérations à la seconde. Alors ça ne dit pas grand-chose, effectivement. Mais en tout cas, c'est indispensable pour traiter ce genre de données. Voilà, c'est à peu près l'équivalent de 1000 ordinateurs individuels, enfin déjà de beaux ordinateurs individuels. Ça a la taille, à peu près, ça rentre sur 20-30 mètres carrés. C'est quand même des grosses machines. C'est aussi grand qu'un adulte. C'est plusieurs boîtes. Et ça tourne en permanence. Surtout, c'est là où c'est compliqué, ces ordinateurs-là, parce qu'en fait, ça tourne en permanence, ça produit de l'information en permanence. Ça ne doit jamais tomber en panne, parce que nous, on s'en sert pour assurer la sécurité météo des personnes et des biens. C'est pour ça que Météo France a été... sécurité publique, ça sert aussi en tant que
On est aussi le service météo des armées, quelque part. Oui. Donc, c'est des gros ordinateurs qui sont l'objet de tous les soins, vraiment, clairement. Donc, ça traite beaucoup de données. Ça calcule sur l'ensemble du globe avec une maille, un peu comme un damier. En France, la maille est de 1,5 km. C'est-à-dire tous les 1,5 km, on peut fait un prévoir, calcul. on sait quel temps il fera. Précisément, avec des chiffres, des valeurs mesurées de différents paramètres, que ce soit l'humidité, le vent, la quantité de neige. Bon, on est en été, il n'y en a pas, malgré l'été pourri. Enfin, le printemps pourri, on va dire. Mais plus sérieusement, ça calcule au niveau du sol. Mais il faut aussi connaître l'état du sol. Est-ce que c'est du goudron? Est-ce que c'est du béton? Est-ce que c'est de l'herbe, du blé? Tout de ça, l'eau? ça influe évidemment. C'est intégré dans l'ordinateur, au sol, et on fait des calculs aussi sur 40 niveaux en altitude, et on va jusqu'à 30 km d'altitude. Parce qu'avec l'altitude varie la pression. Parce que les phénomènes météo ne sont pas au niveau du sol, ils sont en altitude, les nuages ils sont dans l'air, donc il faut qu'on puisse savoir calculer, prévoir où est-ce qu'ils vont être. Ouais. Et il faut donc avoir différents niveaux qui représentent les différents niveaux de l'atmosphère. Ça, c'est l'horlogerie, je dirais, des prévisionnistes météo. Le grand public, lui, il veut savoir si dans 3 semaines ou 4 semaines, quand on partira en vacances, il fera beau et s'il faut partir plutôt tel jour ou tel jour. Est-ce que c'est la puissance de ces ordinateurs qui permettra d'améliorer la prévision à, on va dire, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines? Non, il y a une limite naturelle. En fait, la nature, à un moment donné, il y a une part de hasard. Ce qui se passe au niveau des Antilles, par exemple, à l'heure actuelle, va influencer la météo chez nous dans 7 jours à peu près. Avec une part d'aléatoire. Et ça, on a du mal à l'accepter, qu'il puisse y avoir de l'aléatoire. Voilà. En fait, la nature, il y a du hasard, comme vous dites, et il faut accepter de vivre avec cette part de hasard qu'on ne contrôlera pas. Personne ne pourra un jour régler la température dehors à 25 degrés. On confond souvent, enfin le grand public confond souvent la météo et l'évolution du climat. Alors la météo qui varie de jour en jour. Le climat, lui, on l'a vu, varie bien. Météo France, d'ailleurs, a sorti récemment une vidéo dans laquelle elle explique tous les constats qui ont été faits par ce service depuis plus d'un demi-siècle. On peut voir d'ailleurs alors on le voit sur cette vidéo. Elle a été mise en ligne il n'y a pas très longtemps par Météo France, qui du coup s'engage pour dire oui, le réchauffement climatique, c'est un fait, on l'a observé. Est-ce que ça change quelque chose dans le travail quotidien des prévisionnistes météo à Météo France, ce réchauffement climatique? Dans le travail quotidien, non, parce qu'en fait, on prévoit la météo jour le jour pour les 7-9 jours à venir. Et il y a cette part d'aléatoire. Le réchauffement climatique, on le voit sur des moyennes de 10 ans. Ouais. On fait des moyennes de 10, 30 ans, et c'est à ce moment-là qu'on voit le réchauffement. On fait des projections sur le climat à venir, mais on ne fait pas de prévision pour le 28 juin de 2050. On fait des prévisions sur une moyenne en 2050-2060. La température moyenne sur cette période-là aura augmenté. On a tendance aujourd'hui à voir dans chaque événement climatique un peu imprévu, le fait par exemple qu'on ait un hiver plus chaud que d'habitude ou un printemps un peu plus pourri que d'habitude, on se dit ça y est, alors il n'y a plus de saison évidemment, et surtout c'est l'effet du réchauffement climatique. Est-ce que c'est vrai à chaque fois, ça? Un des signaux qui a j'allais dire titiller un peu l'esprit des gens, c'est la canicule de 2003. Oui. C'est à partir de ce moment-là où je pense que le grand public a dit il y a quelque chose on va peut-être croire un peu plus les scientifiques. Donc, la canicule de 2003 est peut-être un des premiers signaux qu'on peut associer au réchauffement climatique. Ça n'empêche que depuis, il y a eu des étés pourris, malheureusement, et ça sera pareil dans le futur. Sauf que des canicules comme 2003 seront plus fréquentes. Mais sinon, il y aura des étés pourris, etc., comme maintenant. Ce qui a changé, finalement, c'est peut-être la sensibilité du grand public à ces événements climatiques. Le grand public est clairement plus sensible, effectivement, aux phénomènes extrêmes. On est beaucoup plus sensible. On voudrait une météo moyenne, quel que soit le jour. On n'accepte plus une tempête, on n'accepte plus un orage, ou inversement, une grande période de beau temps. Si la période de beau temps dure trop longtemps,
ben, le jardinier que nous sommes, pour ceux qui ont la chance d'avoir un potager, va râler parce qu'il n'aura pas plu pour les tomates. Et donc, la conclusion, ce sera d'accepter un peu une part d'aléatoire et d'imprévu, y compris dans la météo. Merci beaucoup, Lionel Salvert, d'avoir accepté notre invitation. À bientôt sur l'antenne de Télé Nantes. Au revoir.